Chicago. Depuis des années, la mafia fait régner la corruption, le racket et le meurtre. Elle manipule l'administration locale, les tribunaux et la police. Elle était carrément toute puissante. Le FBI mène un combat inégal contre ces professionnels de la terreur. Leur influence est telle qu'ils ressortent généralement libres du prétoire. En gros, ces gens-là peuvent tout se permettre. Mais grâce à des renforts totalement inattendus, les fédéraux réussiront enfin à libérer la ville du joug mafieux. Chicago, la deuxième métropole des États-Unis. Célèbre pour ses innombrables gratte-ciel et ses redoutables activités illégales. Activités qui se sont d'ailleurs longtemps déroulées sous la ville. Bâtie en bordure du lac Michigan au milieu du 19e siècle, Chicago repose partiellement sur des pilotis. Et son sous-sol est devenu le quartier général de la pègre. Au temps de la Prohibition, dans les années 1920, la contrebande d'alcool est un commerce lucratif. Les gangs se livrent une guerre sans merci pour s'en approprier le monopole. Al Capone anéantit la concurrence et la mafia se retrouve seule à la tête de la pègre. Durant 30 ans, l'organisation de Capone, l'Outfit, va progressivement exercer sa mainmise sur toutes les activités illicites de Chicago. Aucun crime ne peut être commis sur son territoire sans son feu vert. 26 avril 1962. Deux jeunes malfrats, Billy McCarthy et Jimmy Miraglia, prennent un véhicule en filature. À son bord, les frères Scalvo et une passagère. Les Scalvo sont liés à la mafia. Suite à un différend avec eux, McCarthy et Miraglia ont été sauvagement passés à tabac. Ils ont décidé de se venger. Frank Culotta fait partie de leurs amis. On était des voyous, on traînait ensemble et on faisait des mauvais coups, quoi. Billy et Jimmy m'ont dit qu'ils voulaient buter les Scalvo et j'étais censé les accompagner. Mais le soir où ça s'est passé, je jouais au bowling avec une fille. Culotta affirme qu'ils sont partis sans lui. McCarthy et Miraglia suivent la voiture des Scalvo jusqu'à ce fief de la mafia. Une fois les frères garés, McCarthy et Miraglia vident leur chargeur sur la voiture. Mais les agresseurs ont commis une grave erreur. Ils ont abattu deux associés de l'Outfit. Sitôt informé des meurtres, l'organisation envoie l'un de ses lieutenants, Tony Spilotro, parler à Culotta. Les deux hommes sont de vieux amis. Il m'a retrouvé au bowling. Visiblement, la mafia savait pour Billy et Jimmy, mais elle pensait qu'ils avaient été 3 ou 4 sur le coup. Comme Culotta fait souvent équipe avec McCarthy et Miraglia, Spilotro lui annonce qu'il est soupçonné d'avoir aidé ses amis à supprimer les Scalvo. Il m'a dit, franchement, ils pensent que tu y étais. Ils vont vous trucider tous les 3, alors dis-moi la vérité parce que je peux te tirer d'affaire. Du coup, j'ai vidé mon sac. Culotta affirme que McCarthy et Miraglia ont tué les Scalvo et il jure ne pas y avoir été mêlé. Spilotro promet de le protéger s'il attire les deux meurtriers dans un piège. Culotta donne rendez-vous à McCarthy dans un fast-food de North Avenue. Spilotro et ses hommes l'emmènent de force à Cicero, une banlieue contrôlée par la mafia. Ils l'ont embarqué dans un sous-sol parce que c'est plus discret. On n'entend pas les cris. Et il m'a dit que Billy avait été torturé. Spilotro l'interroge d'abord au pic à glace. Il veut savoir qui d'autre se trouvait sur place ce soir-là.
Comme Billy ne parlait pas, ils lui ont mis la tête dans un étau. Ils ont commencé à serrer. Quand les yeux lui sont sortis des orbites, il a avoué que seul Jimmy était avec lui. Ensuite, ils l'ont égorgé. Spilotro est convaincu par la version de McCarthy. Quelques jours plus tard, l'Outfit enlève Jimmy. Il sera roué de coups et assassiné. Billy McCarthy et Jimmy Miraglia sont abandonnés dans le coffre d'une voiture au sud de la ville. Pour la pègre de Chicago, le message est limpide. Qui veut jouer au malin avec la mafia, le paye de sa vie. Cette double exécution témoigne également d'un mépris complet de la loi. Pour les forces de l'ordre, l'heure est venue de tenter de reprendre Chicago en main. L'Outfit fonctionne comme une entreprise. En coulisses, l'homme qui tient les rênes est le président, Tony Accardo, un vétéran de l'époque Al Capone. Surnommé Joe le batteur, il n'a pas son pareil pour défoncer les crânes à coups de batte. Son bras droit, le directeur général, est Sam Giancana. Accusé de meurtre alors qu'il était encore adolescent, il a été recruté comme homme de main par la mafia. Giancana était notre modèle. On l'admirait, on le respectait. Il n'hésitait pas à venir se battre. Puis, il y a le CA. Les 5 administrateurs montent leur propre opération et en partagent les bénéfices avec les dirigeants de l'organisation. À la tête d'une équipe, chaque administrateur dirige un secteur de la ville. Le capot de Grant Avenue est Joey Lombardo, dit le clown, un tueur spécialisé dans l'usure et le racket. Le voici dans le fief de Joey. C'était un vrai clown, un rigolo, toujours à blaguer. Mais il démarrait au quart de tour. Et avec lui, c'était de l'humour à sens unique. Il te vannait, toi tu encaissais. La peur et l'intimidation constituent son fonds de commerce. Impitoyable usurier, Lombardo prête à des taux exorbitants. Ses clients sont souvent des joueurs impénitents qui tentent désespérément de régler les intérêts sans jamais parvenir à rembourser le capital. Les mauvais payeurs sont violemment rappelés à l'ordre. Dans les années 60, grâce à de tels hommes sans scrupules qui font rentrer l'argent, l'Outfit engrange plus d'1 milliard de dollars entre le détournement des bénéfices des casinos, l'usure, le racket, le jeu et la pornographie. Lorsque Red Ouemet a voulu ouvrir un sex shop dans un quartier dominé par la mafia, il a dû acheter sa tranquillité. Le deal, c'était 50% des peep shows. À l'époque, ça rapportait $1000 par semaine. Et on est tombé d'accord sur 500. Le gars m'a dit, un deal, c'est un deal. Même si tu fais faillite, je viendrai te taxer, que tu aies le pognon ou pas. Grisé par tant d'argent et de pouvoir, Sam Giancana, numéro 2 de l'Outfit, mène la grande vie. Il fait la fête avec les stars, notamment Frank Sinatra et Marilyn Monroe. Il rencontre également le jeune sénateur John Fitzgerald Kennedy et tente d'infiltrer le gouvernement. Le discret parrain de la mafia, Tony Accardo, désapprouve le côté strass et paillettes de son bras droit. L'organisation n'aimait pas qu'il fréquente les Kennedy, ils étaient trop médiatisés. Et réciproquement, les Kennedy n'ont guère envie d'être associés à la mafia. Les Américains ne supportent plus de la voir ainsi bafouer la loi. John Drummond a consacré 40 années à enquêter sur l'Outfit. La population de Chicago a eu l'impression, pendant les 2 décennies qui ont suivi la Seconde Guerre, que la mafia pouvait agir en toute impunité, qu'elle était intouchable. Au début des années 60, le frère du président, le ministre de la Justice Robert Kennedy, lance une offensive généralisée contre la mafia. Le syndicat du crime est devenu trop puissant, trop organisé et trop riche. Je suis intimement convaincu que nous devons adopter de nouvelles lois pour étendre le champ d'action du FBI, afin qu'il puisse venir en aide aux autorités locales. Le FBI est chargé de réunir des preuves contre la mafia. Obtenir des condamnations nécessite un travail de fourmi. Il a fallu cacher des micros dans les bureaux, les téléphones, les voitures et même sur des gens.
Ces écoutes livrent des informations précieuses, mais qui ne sont pas recevables devant les tribunaux. Le FBI doit se contenter de harceler Giancana, le numéro 2, en le surveillant sans relâche. En 1965, celui-ci refuse de témoigner devant un grand jury fédéral, ce qui lui vaut 1 an de prison. À sa sortie, le parrain Tony Accardo lui conseille de passer la main. Giancana fait trop parler de lui. Son mode de vie haut en couleur n'était guère apprécié d'Accardo. Ça attirait l'attention des médias sur l'organisation. Plutôt que d'être envoyé 6 pieds sous terre, Giancana s'exile au Mexique et Accardo le remplace dans ses fonctions. Astucieux et faisant peu parler de lui, le parrain veille à brouiller les pistes pour ne jamais être impliqué. Sous sa tutelle, l'outfit gagne en puissance et infiltre chaque sphère de la vie municipale. La mafia règne en toute impunité sur les rues de Chicago. Le FBI doit reconquérir la ville. À la fin des années 60 ainsi qu'au début des années 70, Washington lui octroie enfin l'arsenal nécessaire pour y parvenir. La loi sur la sécurisation des rues et le contrôle de la criminalité autorise la présentation devant un tribunal des éléments obtenus par écoute. La loi RICO facilite ensuite les poursuites contre le crime organisé. Puis le programme de protection des témoins met ces derniers à l'abri des représailles. Toutefois, lorsque le FBI trouve des informateurs ayant le courage de témoigner, les tribunaux semblent frappés de paralysie. La plupart des mafieux qui comparaissent sont acquittés. Les ramifications de la mafia sont plus étendues que les fédéraux ne l'imaginaient. En 1973, la roue tourne en leur faveur. Chuck Grimaldi, nervi de l'outfit, est accusé de meurtre. Les fédéraux lui proposent l'immunité en échange de renseignements. Grimaldi leur raconte qu'un collecteur de fonds pour la mafia a été tué par 2 hommes de main, Tony Spilotro et Sam De Stefano, dit le fou. Tous 2 sont mis en examen. Sam était dangereux et totalement givré. Il faisait des trucs dingues. Il croyait au satanisme. Il se mettait à baver quand il piquait une colère. Sam le fou assure lui-même sa défense en parlant dans un porte-voix. Les audiences préliminaires tournent au grand guignol. C'est un immonde cafard qui a bavé. S'il y a bien une chose que les mafieux les plus endurcis fuient comme la peste, c'est la publicité. Pour l'outfit qui redoute les caméras, les simagrées de Sam le fou sont terriblement dangereuses. Sam était comme ça, et ils ont dû l'éliminer. Le 14 avril 1963, 2 sbires de l'outfit font taire Sam le fou pour de bon. La mafia n'hésite pas à tuer les siens pour éviter les projecteurs. À la surprise du FBI, le juge acquittera le complice de Sam, Tony Spilotro. La pilule est dure à avaler. Mais les fédéraux persévèrent dans la recherche d'informateurs, leur meilleure arme contre la mafia. C'est alors que début 1974, le capot Joey Lombardo, dit le clown, est mis en examen pour avoir détourné 1,5 million du fonds de pension du syndicat des camionneurs. Lombardo va être traduit en justice. Ils n'ont pas assez d'éléments pour le faire tomber. Or, le patron d'une petite entreprise décide de témoigner, Daniel Seifert. Honnête homme d'affaires, Seifert s'est associé à son insu avec la mafia. Mon mari, Daniel Seifert, voulait se lancer dans la fibre de verre et M. Lombardo lui a prêté de l'argent. L'entreprise a prospéré pendant quelques années et un beau jour, Daniel s'est rendu compte que c'était une couverture pour blanchir des fonds. L'argent sale de Lombardo achète les matières premières et les services nécessaires à la fabrication de la fibre de verre. Une fois celle-ci vendue, il récupère un pourcentage des bénéfices, de l'argent propre. Joey lessivait son argent et Seifert ne voulait pas aller en prison. Il allait parler. Il allait témoigner à charge.
La nouvelle parvient aux oreilles de l'Outfit. Vendredi 27 septembre 1974. Une journée de travail comme les autres pour les Seifert. Notre plus jeune fils, Joseph, 4 ans à l'époque, avait dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il voulait venir au travail avec nous. Daniel Seifert est dehors lorsque la mafia rend visite à sa famille. Malgré la cagoule, Madame Seifert croit reconnaître l'un des agresseurs. Je l'ai reconnu à sa stature et à ses gestes. J'étais sûre qu'il s'agissait de Monsieur Lombardo. On a entendu un coup de feu et à ce moment-là, l'homme qui braquait une arme sur ma tempe est sorti en disant « Restez là, ne bougez pas ». J'ai attendu, je ne saurais dire combien de secondes. Puis, Madame Seifert sort à son tour. Un homme était dehors, armé d'un fusil à pompe à canoncier. Mon mari se trouvait à l'autre bout du parking. Il était grièvement blessé. C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. Ce sera le dernier souvenir que le petit Joe Seifert gardera de son père, un corps gisant sur le parking. Je me rappelle avoir vu mon père par la vitre de la voiture. Cette image m'est restée toute ma vie. Madame Seifert ne dit pas à la police qu'elle a reconnu Lombardo. Cette mère de 3 jeunes enfants est terrorisée à l'idée de ce que la mafia pourrait faire si elle parlait. J'étais très inquiète, très angoissée. On vivait en permanence sur nos gardes. Sans le témoignage de Daniel Seifert, la procédure ne peut aboutir. Lombardo bénéficie d'un non-lieu. Tous les prévenus ont été libérés. Je revois encore leur sourire fendu jusqu'aux oreilles. Et le gouvernement l'a eu mauvaise pendant des années et des années. Le 18 juillet 1974, les fédéraux ont une nouvelle occasion d'attaquer la mafia. L'ancien numéro 2, Sam Giancana, est extradé du Mexique afin de témoigner sur la participation du syndicat du crime au complot de la CIA pour assassiner Fidel Castro. Giancana veut revenir aux commandes. Il a fait savoir qu'il convoitait son ancien job et une grosse part du gâteau. Mais pour Ricardo et les autres, c'était hors de question. Redoutant que le parrain ne fasse tuer ce précieux témoin, les fédéraux le placent sous surveillance durant quasiment une année. Le 18 juin 1975, Giancana se prépare son repas préféré, des saucisses aux haricots blancs. Soudainement, et sans qu'il en ait été informé, les policiers en faction devant chez lui se volatilisent. J'ai demandé à un commissaire de Chicago. On leur aurait donné ordre par téléphone d'évacuer les lieux séance tenante. Un mystérieux tueur s'introduit dans la maison et assassine Giancana. 7 balles dans la tête. L'Outfit a fait taire son ancien numéro 2. Nul ne sera jamais condamné pour cette exécution et nul ne sait pourquoi la protection policière a été levée. J'ai du mal à croire, vu le degré de surveillance, que tout à coup, il se soit retrouvé seul le soir où il a été abattu. À la fin des années 70, le procès d'un nervi de la mafia pourrait enfin aboutir à de la prison. Harry Hellman, dit le boxeur, est mis en examen pour le meurtre d'un délégué du syndicat des camionneurs, William Logan. Et cette fois, les fédéraux ont 2 témoins oculaires. Un certain Bobby Lowe a déclaré avoir assisté à la fusillade. Il a vu Hellman abattre Logan. Et l'autre témoin était le conducteur de la voiture dans laquelle le tueur a pris la fuite.
La mafia de Chicago a besoin d'un ténor du barreau pour faire acquitter Hellman. Aussi se tourne-t-elle vers Bob Cooley. Dès le départ, j'ai eu la réputation de connaître les bonnes personnes, d'avoir les bons contacts, mais surtout d'obtenir des résultats. Cooley est en mal de réussite sociale. Défendre la mafia lui donnerait accès à un niveau de vie et à des privilèges dont sa famille n'a jamais bénéficié. Je suis d'un milieu modeste. Mon père est resté simple inspecteur de police toute sa vie, parce qu'il était l'honnêteté même. Gagner ce procès confortera sa réputation auprès de l'Outfit. Jouant son va-tout, il promet de faire acquitter Hellman. Il tenait à un verdict de non-culpabilité, car ça rend extrêmement docile de savoir que l'organisation a les reins assez solides pour protéger tout le monde. En revanche, Cooley ne bénéficiera d'aucune protection si Hellman est condamné. J'étais déjà prêt à fuir si je perdais. Je savais ce qui m'attendait si je ne réussissais pas à tenir mon engagement. Il m'aurait tué, sûr et certain. Cooley fait le pari risqué de rencontrer le juge Frank Wilson. Je lui ai proposé $10 000 pour truquer le procès. Il stressait totalement, et moi aussi. Je redoutais une condamnation. Je ne le sentais pas. Mais le pari s'avère gagnant. Bilan des courses, tout le monde est resté baba quand le juge a acquitté Harry Hellman. Il a rejeté le témoignage de Lowe comme non crédible. Cet acquittement surprise déclenche un tollé général. Scandalisés, les habitants ont compris que la seule solution était de faire intervenir l'oncle Sam, le FBI, le fisc, le ministère de la Justice. Sinon, il n'y aurait jamais aucune condamnation. L'influence de la mafia sur les tribunaux a beau susciter la controverse, l'Outfit continuera de régner sur la ville tant que le FBI ne viendra pas à bout de cette emprise. L'acquittement d'Hellman a fait de Bob Cooley une véritable star du milieu. Les gangsters affluent dans son cabinet. Tous les moyens lui semblent bons pour défendre ses clients. J'utilisais aussi bien l'argent que les effets de manche. J'avais plus d'un tour dans mon sac pour les faire libérer. J'y mettais un point d'honneur. Chicago est divisé en 50 districts, chacun dirigé par un conseiller municipal qui répartit les contrats et les emplois municipaux. Le pot de vin versé au juge qui a reconnu Hellman non coupable de meurtre provenait du plus prospère et puissant de tous, le 1er district. Et ici, l'homme qui fait la pluie et le beau temps n'est autre que le secrétaire du district, Pasqualino Marcone, plus connu sous le nom de Pat Marcy. Marcy est lié de longue date à la mafia. Tony Accardo et lui ont tous deux travaillé pour Al Capone. Marcy, l'ancien porte-flingue de Capone, est devenu le boss du 1er district. Il tenait absolument tout le monde, y compris le gouverneur. Pat Marcy et Fred Rotti, conseiller municipal véreux, ont leurs habitudes dans ce restaurant. Bob Cooley, l'avocat vedette de la mafia, est régulièrement invité à leur table. Dès que je suis entré dans le sérail, j'ai pu aider des amis à devenir juge et ma famille à faire des tas de choses. C'est difficile de décrire à quel point ces deux-là étaient puissants. Je dirais que rien ne leur était impossible. Au restaurant, Marcy et Rotti distribuent contrats et emplois municipaux tout en prenant leur pourcentage. Pat Marcy était un mafieux notoire. Et tous les juges au niveau fédéral ou national venaient lui présenter leur respect. Pour devenir magistrat, il fallait passer à la caisse. Avec Marcy, la mafia tient l'avenir politique de la ville entre ses mains. Marcy rétribue les communautés défavorisées afin de truquer les votes. Je l'ai souvent vu donner $5 aux électeurs qui arrivaient. En échange, la personne ressortait et quelqu'un d'autre allait dans l'isoloir à sa place. À chaque élection, si le résultat ne leur plaisait pas, ils le modifiaient. En 1979, Cooley est témoin de la toute-puissance de l'Outfit lorsque le nouveau chef de la police, Joe DiLeonardi, prend des mesures draconiennes contre la criminalité et la corruption.
Fred Rotty lance alors un ultimatum à Madame le maire. Soit elle limoge Di Leonardi, soit il bloque la ville. Par l'intermédiaire de Marcy, le syndicat du crime contrôle les services municipaux qui assurent le fonctionnement de Chicago. Jane Byrne n'a pas d'autre choix que de relever Di Leonardi de ses fonctions. La mafia a réussi là un stupéfiant tour de force. De nombreux hommes politiques, juges et policiers sont à la solde de l'outfit. Le FBI ne peut en faire tomber aucun s'il ne met pas d'abord un terme à l'infiltration mafieuse des tribunaux. Or, la magistrature reste muette, jusqu'à ce que l'un de ses honnêtes représentants décide de donner un coup de pied dans la fourmilière. Brockton Lockwood, juge de l'Illinois du Sud, est écœuré par la corruption qui gangrène les tribunaux de Chicago. J'ai découvert que certains juges étaient achetés. Environ 10% de mes confrères étaient des crapules pur jus qui touchaient des bakchiches. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai décidé de ne plus faire partie du système. Mais avant de démissionner, j'ai voulu en parler à quelqu'un. Début 1981, le juge Lockwood appelle le ministère de la Justice à Washington qui le persuade de l'aider à lutter contre l'outfit. En gros, ils m'ont dit « Si vous nous confirmez tout ça, on interviendra ». J'ai répondu « D'accord, mais comment je m'y prends ?» Et eux, portaient un micro caché. Dissimulant un magnéto dans l'une de ses bottes, le juge entreprend de recueillir des preuves accablantes contre la justice corrompue de Chicago. Quand j'allumais l'appareil, je mourais de peur. Il était si lourd que j'avais l'impression de traîner un boulet au bout d'une chaîne. Et comme il glissait dans tous les sens, je devais le scotcher sur ma jambe en serrant très fort. Et ça m'a abîmé les vaisseaux du pied. Mais le juge poursuit sa croisade. Il fait mine d'être aussi véreux que ses interlocuteurs. J'ai enregistré des substituts du procureur, des policiers, des shérifs adjoints et des collecteurs de fonds qui me parlaient de leurs opérations passées ou à venir, et aussi de toutes les combines dans les différents dossiers les concernant. Au bout de 3 longues années, le FBI a rassemblé suffisamment de preuves pour refermer le filet. L'opération qui porte le nom de Code Greylord permettra de mettre 92 personnes en examen, dont 17 juges, 48 avocats, 10 shérifs adjoints et un parlementaire de l'Illinois. De l'opération Greylord, les tribunaux du comté de Cook ressortiront plus forts, plus efficaces, plus performants et surtout plus honnêtes. L'étendue de la corruption confirme les pires craintes des habitants de Chicago. C'est sorti en première page. Les gens s'exclamaient « Je vous l'avais bien dit, les juges sont des ripoux, en voici la preuve ». Ça a fait du bruit. Mais l'opération Greylord ne parvient pas à ébranler le réseau de Pat Marcy. Ce dernier a été prévenu avant le début de l'enquête, et aucun des prévenus ne l'a mis en cause. Pas un seul membre du sérail n'a été mis en examen. En fait, Greylord n'a servi qu'à enrichir encore davantage Marcy, car tous les juges impliqués ont dû être remplacés, et les nouveaux ont payé pour prendre leurs fonctions. L'opération Greylord a toutefois transformé radicalement la vie d'un homme, Bob Cooley. Greylord a marqué une étape décisive pour moi, car j'ai arrêté les magouilles et les pots de vin. Ces années passées au service du crime organisé lui ont fait ouvrir les yeux sur la sauvagerie inouïe de l'outfit. Et lorsqu'il doit blanchir un associé de la mafia qui a tué un innocent, il refuse. Ils étaient foncièrement mauvais. Ils avaient battu à mort un noir dans le métro. Et ils m'ont dit « C'est qu'un sale nègre, la belle affaire ». Ça a été la goutte d'eau qui, j'ignore pourquoi, a fait déborder le vase. Et j'ai voulu couper totalement les ponts. Après toutes les scènes de violence et de corruption auxquelles Cooley a assisté, ce meurtre gratuit est un électrochoc. Ils faisaient sans arrêt des réunions pour savoir qui ils allaient trucider et de quelle manière. Ils en discutaient très naturellement, comme si nous parlions cuisine. Cooley décide de laisser tomber. Mais personne ne quitte la mafia. S'il s'enfuit, ils le traqueront sans relâche.
Ils ont éliminé ceux qui n'obéissaient pas et ça allait être mon tour. Cooley décide alors de jouer extrêmement gros. Il va se battre contre la mafia. Le samedi 8 mars 1986, Cooley se rend dans les bureaux du FBI. Je suis allé voir la brigade antimafia du FBI et j'ai dit que je voulais contribuer à assainir la justice. 20 mars 1986. Dans une chambre d'hôtel à une vingtaine de kilomètres de la ville, Cooley est enregistré par les fédéraux. Il leur explique comment Pat Marcy, secrétaire du 1er district et membre de la mafia, exerce sa mainmise sur les magistrats, les politiciens et les policiers de Chicago. Les fédéraux le soupçonnent de vouloir mourir. Ils m'ont demandé si j'étais gravement malade et j'ai répondu que non. Alors, ils ont voulu savoir ce qui me motivait et j'ai dit que j'en avais envie. Jim Wagner est l'un des agents qui a interrogé Cooley. Il est persuadé que l'héroïsme de l'avocat dissimule une volonté de faire amende honorable. Bob avait travaillé dans la police avant de devenir avocat. Et d'après moi, il avait envie de se racheter et de repartir à zéro. Mais vu la stature de Marcy sur la scène locale, les fédéraux ne croient pas à l'histoire de Cooley. En désespoir de cause, l'avocat leur propose de porter un micro caché. Dès le pas de la porte, je me suis dit que j'étais suicidaire. Je me demandais vraiment si je n'avais pas signé mon arrêt de mort. Portant un petit magnéto scotché dans le dos, Cooley entreprend de recueillir des preuves contre Marcy. Je l'ai harnaché des dizaines de fois avant ses rendez-vous avec le syndicat du crime. L'opération a pour nom de code Gambat. Cooley sait que s'il est découvert, il sera sauvagement torturé et exécuté. Il m'aurait ligoté et découpé au chalumeau, dans le meilleur des cas. C'était sûr et certain, et ça me terrorisait. Durant 3 ans, Cooley rassemble avec ténacité des preuves contre les juges et les politiciens soudoyés par la Outfit. Mais Marcy est rusé et ne se laisse pas piéger aisément. L'avocat attend l'occasion propice. Elle se présente enfin. 5 juin 1989. Cooley a rendez-vous avec Fred Rotti pour parler urbanisme. Le frère de Cooley, avocat en droit immobilier, veut faire modifier le zonage du 1er district, le fief de Marcy. Rotti m'a demandé en quoi ça consistait, et j'ai dit que des gens voulaient rénover des bâtiments, faire ci et ça, et qu'à mon avis, il y en avait pour 1 million, 1,5 million. Là-dessus, Marcy arrive. Marcy a immédiatement pris le relais. C'est quoi ce projet? C'est du lourd? Qui est le constructeur? Ils connaissent la règle. Ils doivent payer. Justement, Pat, je voulais savoir combien. Marcy réclame 7 500 $ pour lui et autant pour Rotti. Je voulais les prendre tous les deux la main dans le sac pour que ça fasse vraiment du bruit. Cooley enregistre les 2 hommes alors qu'ils demandent et reçoivent leur dessous de table. Il y a là de quoi les faire condamner. Il s'attaque ensuite à d'autres membres du sérail. Toujours équipé de son micro caché, il rencontre Marcy au sujet du pot de vin d'un juge véreux. Afin d'éviter les oreilles indiscrètes, ils vont discuter dehors. Au moment de retourner à l'intérieur, comme Pat a beaucoup de savoir-vivre, il me fait passer en premier et il met la main pile sur le micro, pile dessus. Jim Wagner et toute l'équipe de surveillance sont sur le grill. Si l'appareil est découvert, Cooley sera exécuté. Le suspense était insoutenable. Mais vu son bagou, Bob pensait être capable de se sortir de tous les mauvais pas. Cooley réfléchit à toute vitesse alors qu'ils rejoignent leur table. Lui s'est assis, mais je suis resté debout. Et j'ai commencé à dire que j'avais mal au dos. J'étais là, l'horreur. Je porte un corset, mais ça ne me fait aucun effet. Je souffre le martyre, je vais pas pouvoir... J'ai vraiment mal au dos. Je cherchais comment leur tirer ma révérence. Et j'ai conclu, il faut que je m'en aille, Pat. Je vais voir mon médecin. Et je suis parti. Heureusement pour lui, Marcy le croit.
Et Cooley continue à enregistrer ses conversations avec les habitués du premier district. Il réussira à amasser suffisamment de preuves pour faire tomber les hommes politiques à la solde de l'outfit. Sa mission terminée, Cooley s'évanouira dans la nature grâce au programme de protection des témoins. J'ai quitté Chicago en novembre 89 et la mafia n'a tué personne pendant 9 ans après ça. Ils n'avaient pas brusquement renoncé au meurtre, mais ils avaient compris qu'ils n'étaient plus intouchables. « 19 octobre 1990. L'opération Gambat démantèle le réseau mafieux du premier district. 24 prévenus appartenant à l'élite de Chicago seront reconnus coupables. Parmi eux, Pat Marcy. Mis en examen pour association de malfaiteurs, activité criminelle organisée, corruption et racket, il fera une crise cardiaque durant son procès et mourra peu après. Fred Rotti sera condamné à 4 ans de prison pour association de malfaiteurs, corruption et activité criminelle organisée. Le juge Wilson, qui a accepté un pot de vin pour acquitter Harry Hellman 12 ans plus tôt, ne supportera pas d'être rattrapé par ses liens avec la mafia. Il se suicidera. Mais Cooley n'en a pas encore totalement fini. Il persuade le procureur que le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas pour Harry Hellman et que ce dernier doit être à nouveau traduit en justice. La loi nous autorise à engager de nouvelles poursuites, car le premier procès en raison du pot de vin n'était qu'une parodie. Et M. Hellman n'a jamais été jugé. Hellman devient le premier homme de toute l'histoire des États-Unis à comparaître 2 fois pour meurtre. Reconnu coupable, il est condamné à 300 ans de prison, dont 100 incompressibles. Grâce à la surveillance exercée par Cooley, la corruption du premier district est étalée au grand jour et l'appareil judiciaire est réformé afin de revoir le mode de nomination des juges. Le FBI a remporté une victoire majeure contre la mafia. Je suis très fier de ce qu'a accompli Bob. Il a été remarquable. Il fait partie des meilleures sources que le FBI de Chicago ait jamais eues. C'est la première fois depuis l'incarcération d'Al Capone en 1932 que l'outfit essuie un revers aussi cuisant. L'opération Gambat libère la mairie, la police et la justice de Chicago du joug mafieux. Cependant, impossible de remonter jusqu'au gros bonnet. Les fédéraux ne peuvent rien contre eux. En 1982, Tony Accardo, le parrain, décède. D'après la rumeur, l'ancien capot Joey Lombardo, dit le clown, prend sa succession. L'outfit commence à changer de style. La violence urbaine étant trop ostentatoire. De plus, les mises en examen et la légalisation des casinos flottants ont éclairci ses rangs et mis à mal ses finances. La nouvelle génération de mafieux diplômés d'université préfère jouer la carte de la subtilité. Ils investissent là où ils peuvent dissimuler leur argent. Ils possèdent des sociétés de construction ou de transport, des bars, des restaurants et des entreprises de collecte de déchets. Désormais, ils font profil bas. Pour autant, la mafia n'a pas renoncé aux fondamentaux. Que l'on veuille une prostituée ou de la drogue, que l'on cherche un bookmaker ou un usurier, on a toujours l'embarras du choix à Chicago. La mafia est là pour satisfaire tous les vices. Les faiblesses des individus rapportent toujours une centaine de millions de dollars par an à l'outfit. Une exploitation impitoyable à laquelle les autorités fédérales doivent mettre un terme en envoyant les gros bonnets derrière les barreaux. Or, ces personnages qui cultivent le mystère ne sont jamais compromis, et il est donc impossible de les faire tomber. Jusqu'au jour où une intervention totalement inattendue change la donne. Le 18 août 1998, l'agent du FBI Tom Bourgeois reçoit un courrier surprenant envoyé par un mafieux sous les verrous, Frank Calabrese Jr. « Je veux aider le FBI et le gouvernement. Personne, pas même mon avocat, n'est au courant de cette lettre. Et c'est mieux pour ma sécurité. »
Après avoir reçu cette lettre, on est allé le voir et il nous a parlé de certaines formes de criminalité qui nous intéressaient. Frank, son père et son oncle sont en prison pour usure et racket. En échange d'une réduction de peine, il propose de livrer au FBI de sombres secrets de famille. Par exemple, un meurtre qui a été organisé par son père et commis par son oncle, Nick Calabrese. La victime est un autre mafieux, John Fecarotta. 14 septembre 1986. Nick Calabrese part faire un tour en voiture avec Fecarotta. Il lui tire soudain une balle en pleine tête, mais ne réussit qu'à le blesser. Fecarotta tente d'échapper à son bourreau. Calabrese est contraint de l'achever dans la rue. Pour le tuer, Nick a mis des gants en latex qu'il a enlevés et jetés près d'une benne à ordures. Les policiers récupèrent les gants et les gardent comme pièce à conviction. À l'époque, on ne sait pas encore faire parler l'ADN. Mai 1999. Sur les indications de Frank Jr., les fédéraux rendent visite à Nick Calabrese en prison. Ils ont un mandat pour faire un prélèvement d'ADN. Si Nick s'avère être le meurtrier, il finira ses jours derrière les barreaux. Calabrese n'en menait pas large. Si la mafia apprenait qu'on savait qu'il avait exécuté un contrat, son compte était bon. Il était pris entre le marteau et l'enclume. Soit il nous aidait, soit il se faisait tuer. L'Outfit sait que pour éviter la perpétuité, Nick Calabrese acceptera probablement la proposition du FBI, une réduction de peine en échange d'informations. Et Nick Calabrese collabore bel et bien. C'est une première pour un membre de la mafia. Ces révélations seront extrêmement précieuses. C'était une mine de renseignements. Il nous a dit avoir personnellement participé à plusieurs meurtres. Le FBI a enfin ce qu'il attendait depuis des dizaines d'années. Le témoignage d'un repenti qui permettra de faire tomber les dirigeants de l'Outfit. Il lance l'opération Secret de famille. Red Ouimet est un témoin capital de l'enquête. Il a commencé à travailler pour l'Outfit à la fin des années 60. Au bout d'à peine 3 ans, il ne supportait plus les violences sadiques. Ils profitaient des plus faibles. Ils ne se frottaient jamais à ceux qui avaient du répondant. Devenu indicateur du FBI, Ouimet a mené une dangereuse double vie durant 18 ans, enregistrant secrètement les conversations. Son témoignage permettra d'enfermer à vie certains des plus tristement célèbres tueurs de l'Outfit. Il bénéficie actuellement du programme de protection des témoins. En avril 2005, après 7 ans d'enquête, l'opération Secret de famille décapite la mafia. 14 des plus hauts dirigeants sont mis en examen. Notamment le parrain Joey Lombardo, dit le clown. Tous les prévenus ont commis des crimes odieux pour le compte de l'Outfit. Leur mise en examen porte sur 18 meurtres qui remontent jusqu'à 40 ans en arrière, y compris celui du témoin fédéral Daniel Seifert en 1974. Le 27 septembre 2007, Lombardo est enfin reconnu coupable du meurtre de Seifert. L'accusation a requis la perpétuité. Cette victoire a un goût amer pour la famille Seifert. On me dit souvent de tourner la page, mais c'est impossible. Un drame pareil vous marque à jamais. Certes, la mafia de Chicago a vu sa direction décimée par l'opération Secret de famille, mais elle a du ressort. Je doute que ceux d'entre nous qui luttent contre le crime organisé depuis de nombreuses années déclarent un jour l'avoir éradiqué. Pour les habitants de Chicago, le crime organisé fait partie intégrante de l'histoire de la ville. Il a toujours été présent. Impossible de l'éliminer pour de bon. On peut le freiner, mais pas l'arrêter définitivement. En même temps, Secret de famille l'a sacrément ébranlé. Le message est clair. Gare à vous, on est là et on vous aura. Les mafieux battent encore sûrement le pavé de Chicago, mais ils ont perdu leur emprise sur ces institutions.
L'âge d'or de l'outfit est révolu. Les habitants et les représentants de la loi ont reconquis leur ville. À eux de consolider leur victoire.